Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo point lecture. Le mois de juin aura été un mois où j'ai quand même bien lu malgré la chaleur. J'ai lu 10 livres et sur ces 10 lectures il y a eu 2 mangas que j'ai lus et une BD, donc je vais vous présenter tout cela. Et fait important que je tiens à relever, c'est que j'en ai pas eu de coup de cœur, mais alors les coups de cœur j'en ai quand même pas régulièrement, c'est vraiment pour une lecture exceptionnelle. Et par contre, un fait plus rare, je n'ai pas eu de mention honorable ce mois. En général, j'en ai toujours une ou deux par mois, et là, il n'y a eu ni coup de cœur ni mention honorable. Donc ça a été tout des bonnes lectures, mais sans coup de cœur et sans mention honorable. Et je peux aussi vous dire qu'il n'y a eu aucune déception. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout cela. Ma première lecture du mois, ça a été Sang éternel, le premier tome, La reconnaissance de Florence Barneau en auto-édition. Je vous montre la couverture. Donc celui-ci faisait partie de ma pile à lire du printemps. J'ai un peu de retard pour le terminer, j'aurais dû le terminer fin mai, mais c'est pas grave. La pile à lire du printemps est terminée par la même occasion. Et ici, pour faire un résumé de ce premier tome, on suit Ismeri. Ismeri, c'est une vampire ratée, car en fait de base c'était une sorcière très puissante. Et au moment où elle a été attaquée par un vampire et où celui-ci a voulu la transformer, normalement ça ne se fait pas, on va dire. Les sorcières ne se sont pas transformées en vampires. Sauf que là, le vampire qui s'est attaqué à Ismeri ne s'est pas rendu compte qu'elle était une sorcière. Et quand il s'en est rendu compte, c'était trop tard. Ismeri est donc devenue un vampire raté. Et elle vit en retrait de la société des vampires car tout simplement elle vit en solitaire, elle n'a pas envie de se mélanger à eux. Et un jour elle va recevoir une proposition de travail à Paris. Bien entendu, ce sera avec d'autres vampires, donc ça veut dire retourner dans cette société de vampires. Et donc elle va accepter ce travail, et une fois arrivée sur place, elle va se rendre compte que justement, les vampires sont atteints d'une mystérieuse maladie, et elle va devoir enquêter là-dessus. Voilà, donc j'ai mis un note de 8 sur 10 à cette lecture. Ça a été une très belle surprise pour ma part, franchement. J'ai vraiment beaucoup aimé cet univers. On est sur une histoire qui est prenante et fluide, et aussi on découvre cet univers de vampires aux côtés d'Ismeri, car comme elle a vécu en solitaire pendant bien longtemps, elle doit s'adapter à la vie en société avec les vampires tout simplement. Et aussi l'autrice nous propose un univers qui est à la fois atypique et intrigant, où c'est qu'on est sur une entente entre vampires et humains, c'est-à-dire que les humains ont quand même connaissance de l'existence des vampires, et de leur côté les vampires ont conscience qu'ils ont besoin des humains pour se nourrir, car sans humain, pas de sang. Et qu'un humain en bonne santé produira un sang de meilleure qualité qu'un humain qui ne fait pas attention à ce qu'il mange ou qui est en mauvaise santé. Donc c'est pour ça que les vampires vont tout faire pour essayer de faire que les humains aient une bonne existence en fait et puissent se nourrir correctement. Voilà, on est vraiment sur cette idée-là. Et aussi, on a les vampires aussi, comme je vous dis, qui sont pour essayer de sauver l'humanité, en fait, qui se rendent compte que peut-être cette maladie, si ça venait à toucher les humains, ce serait une catastrophe. Donc moi j'ai trouvé aussi le personnage d'Ismeri qui est vraiment attachante, et elle a un humour qui est très mordant, donc ça j'ai adoré les pics qu'elle envoie, ou bien quand elle essaie de faire de l'humour et que ça passe pas, et voilà, c'est génial. Après on a également d'autres personnages qui sont intéressants qu'on va rencontrer au fur et à mesure de l'histoire, et on est bien entendu sur une ambiance mystérieuse. On va essayer de découvrir d'où vient cette mystérieuse maladie, pourquoi est-ce qu'elle touche les vampires, et après comment la soigner tout simplement. Et bien on est sur cette enquête en fait tout du long, c'est ce qui nous intéresse aussi le plus, j'ai envie de dire, parce que voilà, l'enquête va aussi déboucher sur, déjà on va essayer de trouver la cause de la maladie, mais aussi, Ismeri va leur faire face à des individus malveillants qui semblent s'intéresser à elle. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cet univers aussi, c'est qu'on va découvrir des vampires au pouvoir vraiment très varié. Donc ça, c'est intéressant. Donc vraiment, il y avait tout pour me plaire. Comme ça se termine, c'est vraiment très prenant. Le seul point qui m'a peut-être moins plu, c'est que j'ai été perdue sur la relation qu'a Ismeri avec un certain protagoniste. Voilà, pour le moment, je suis perdue parce que des fois, on se rend compte qu'Ismeri, cette relation va peut-être un peu à l'encontre de ce que ses souhaits, tout ça. On se demande si elle est vraiment consentie. Et c'est pour ça que j'ai du mal un peu avec cette relation avec ce personnage-là. Après, j'espère que par la suite, ce sera peut-être plus détaillé et qu'on en apprendra plus.
Et tout ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'il y a des trigger warnings aussi dans cette lecture. Je ne vous les dirai pas pour ne pas vous spoiler, mais sachez qu'ils sont mentionnés dans ma chronique sur mon blog, sur le blog vous pouvez les retrouver. Donc si ça vous intéresse, ils sont là. Et sinon, donc vraiment j'ai adoré cette lecture, je lirai avec plaisir le second tome. C'est un livre qui fait un peu plus de 250 pages, mais c'est écrit grand et aéré. Si je vous trouve un début de chapitre pour vous montrer, voilà. Mais vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture et je suis curieuse d'en apprendre plus sur cet univers. Surtout que je crois que là, c'est une série en 5 tomes. Alors je me dis, là que j'ai réussi à nous faire un tome qui est vraiment prenant, avec quand même de l'enquête, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va nous réserver pour sur les autres tomes? Est-ce qu'il y aura, comme je vous dis, la mise en avant de cette fameuse relation et pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Peut-être par la suite. En tout cas, moi, je ne demande que ça et je suis très curieuse de découvrir la suite des aventures d'Ismeri. J'ai également lu Le Manoir de Castelcat, le tome 3, Le Temps des Brumes, d'Alain T. puis Ségur, aux éditions Scrinéo. Donc je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que Nekgali pour l'envoi de ce service presse. Donc ici, si je vous fais juste un bref résumé du tome 1, on suit Kovan. Le rêve de Kovan, c'est d'intégrer Castelcat, une école de magie pour chats. Kovan, il va devoir passer des épreuves pour essayer d'intégrer le manoir. Il va les réussir. Parce que s'il n'y arrivait pas, il n'y aurait tout simplement pas d'histoire. Et une fois dans le manoir, il va se faire des amis et se rendre compte que des éléments mystérieux viennent perturber la tranquillité du lieu. Voilà donc pour le résumé. Donc ici nous sommes donc sur le tome 3. J'ai mis la note de 8 sur 10 à cette lecture. Et déjà c'était un vrai plaisir de retourner dans l'univers. J'adore toujours autant de retrouver nos personnages. C'est trop mignon. Les expressions en lien avec les chats qui sont glissés à l'intérieur. Tout ça, ça me plaît énormément. C'était un plaisir d'y retourner. On est sur une histoire prenante pour ce tome-ci, j'ai trouvé, et riche en émotions par la même occasion. Et disons que là, clairement, on voit qu'une menace guette nos protagonistes et qu'elle prend gentiment de l'ampleur. Et disons qu'en même temps, c'est ça qui donne une ambiance plus sombre à ce tome. Et aussi, ce qui est sympathique, c'est que c'est des tomes qui sont liés aux saisons. Donc là, on est sur un tome qui est en accord avec le printemps. Et donc dans ce tome, on va aborder le thème du renouveau, notamment avec nos protagonistes qui vont vivre de nouvelles aventures, mais qui ont également évolué tout au long du tome. Donc ça, c'est vraiment bien fait, j'ai trouvé. Et puis surtout, ils vont gagner en maturité par la même occasion. Et tout cela, tout le temps, avec leur forte amitié qui est bien fait, que c'est un plaisir de retrouver. Et ce qui est bien dans ce tome, c'est qu'on en découvre un peu plus sur la complicité entre Kovan et son primordial Grisbouille. Je trouve qu'il y a certains moments qui étaient amenés, on sait qu'il y a vraiment cette complicité, que j'ai trouvé que c'était très beau, et voilà, ça nous permet aussi d'en découvrir plus sur Grisbouille à travers ce tome. Et alors, on a une partie dans ce tome, je dois aussi vous dire, qui se déroule hors du manoir. Dans le deuxième tome, on partait un petit coup hors du manoir, mais là, on a une partie plus longue, car nos jeunes élèves vont devoir mener un élément important pour leur apprentissage hors de la ville, et on va donc suivre ce moment, d'abord leur préparation et le fameux moment en question. Et disons que là aussi on va plus en apprendre sur l'univers qu'il y a hors du manoir et les dangers qu'il recèle. Donc ça, je trouve que c'était bien fait. Et aussi dans ce tome, on va dire, il y a des importantes révélations, franchement, notamment je pense aux secrets de Brune qui sont révélés et également des mystères en lien avec le passé des félins en général. Hein. Donc vraiment, je trouve que c'était bien amené et j'ai été vraiment touchée par les révélations qui sont faites, notamment au niveau de Brune. Sinon, le dénouement final, il est captivant et rempli d'émotions. Franchement, c'était dur de ne pas verser sa petite larme. Et voilà, en tout cas, après avoir lu tout ça, je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Après, ce qui fait que j'ai un peu baissé ma note, c'est que j'ai eu du mal à entrer dans ce récit. Alors, on vous met un résumé spoilant du deuxième tome au début du tome 3, mais pour moi, ça ne m'a pas suffi, car c'est un univers qui est tellement vaste, je trouve, même pour du jeunesse, qu'il m'en fallait plus, et même quand je lisais le début, je me disais, mais c'est plus qui ce personnage-là? Ou bien, quel lien y a-t-il avec ce personnage, etc. Et j'ai eu du mal à plonger dedans. Donc je pense qu'il m'aurait fallu un résumé plus spoilant. Et disons que pour le tome 4, j'ai aussi peur qu'il y ait ce même défaut, car le tome 4 est prévu pour 2026. Alors vous voyez, il y aura quand même un certain décalage. Et là, comme en plus ce sera le dernier tome, il y aura pas mal d'actions, je pense, dedans. Donc il faudra vraiment un résumé bien spoilant,
au début pour remettre les lecteurs à l'intérieur, parce que sinon il va y avoir, je pense, de nouveau ce temps d'adaptation et ce mal à entrer à l'intérieur, car il va falloir tout se remettre en tête. Et comme c'est une histoire, comme je dis, assez complexe malgré son côté jeunesse, j'ai peur que ça fasse la même chose avec le dernier tome qui est prévu en 2026. Mais sinon, j'étais contente de retrouver tous nos félins, j'ai passé un agréable moment. Et disons que j'ai apprécié ce tournant plus sombre qui est pris dans ce tome. Et aussi d'en apprendre plus sur les dangers qui guettent ce fameux univers. Et disons que ce qu'on nous dévoile à la fin promet pas mal d'éléments déjà pour la suite. Donc moi je me suis régalée, j'adore toujours l'univers, et si vous aimez les chats, là, les écoles de magie et les univers où c'est que vraiment c'est jeunesse aussi, tout ça, je vous recommande vivement cette saga. J'ai également lu Instant Karma de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et alors ici, ça a été une lecture que j'ai vraiment appréciée. On suit Prudence. Prudence, c'est là eu une année assez difficile car c'était pas la grosse entente avec son binôme de biologie. Ça s'est même très mal passé. Et elle est contente d'arriver aux vacances car enfin elle va pouvoir en être débarrassée. Après, Prudence va également se rendre compte qu'elle a un certain pouvoir. En fait, elle peut punir les gens. En fait, selon le karma, un peu, c'est les gens qui font des mauvaises actions, elle peut les punir. Sauf que son pouvoir marche sur tout le monde, sauf son binôme de biologie, Quint, je sais pas vraiment comment on prononce ses prénoms à l'anglaise. J'ai toujours du mal, alors moi je l'appelais Quint. Et son pouvoir marche sur tout le monde, sauf sur lui. Et malheureusement, pour Prudence, elle va se retrouver comme bénévole dans un refuge pour animaux marins. Et Quint sera là également. Donc, ils vont devoir cohabiter, tout simplement, en plus pendant les vacances. Et Prudence va gentiment se rendre compte qu'elle l'a peut-être mal jugé. Voilà pour le résumé, je ne vous en dis pas plus, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Franchement, c'était une lecture sympathique qui aborde des thèmes d'actualité, notamment l'écologie, la protection des animaux marins. Comme vous pouvez vous en douter, nous sommes dans un refuge pour animaux marins. Et également les préjugés envers autrui. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Et on a aussi cette légère touche de fantastique qui est amenée avec les poires de Prudence. Et ça m'a beaucoup plu. On est sur un récit que j'ai trouvé captivant, j'ai vraiment été prise dedans et c'est vraiment intéressant de suivre nos personnages à travers le bénévolat qu'ils font dans ce refuge animalier, de comprendre le fonctionnement du refuge, le quotidien que c'est pour les bénévoles et également les difficultés auxquelles sont confrontées ces structures en fait. Et ça m'a beaucoup plu. Et on est aussi sur des personnages qui sont attachants, j'ai trouvé, quand on commence à les découvrir. Et ils sont bien construits également. Et bien comme vous pouvez vous en douter, il y a une romance Enemies to Lovers qui va gentiment s'installer. Et qui donne un côté attendrissant à cette histoire que franchement j'ai adoré. Et c'est vraiment très attendrissant, surtout dès l'apparition des premiers sentiments. Et voilà, moi ça a été une très bonne lecture. L'ambiance, tout ce qui est proposé dedans m'a beaucoup plu. Et ce qui aussi est bien mené, c'est l'évolution de Prudence en fait. Au départ, on se rend compte que c'est quelqu'un qui veut toujours avoir raison, qui pense en tout cas que tout ce qu'elle dit est juste. Et suite à l'expérience qu'elle va vivre, ça va devenir un personnage qui est beaucoup plus lumineux et qui va être dévoué à la bonne cause. Et vraiment, ça devient très intéressant de la suivre. En tout cas, moi j'ai adoré. Et alors, effectivement, comme on peut s'en douter, l'intrigue est prévisible, mais c'est très agréable à suivre, même si on s'y attend. Et comme je vous dis, moi j'ai été prise dedans, je ne me suis pas ennuyée un seul instant, j'ai adoré cette histoire. Et c'était vraiment un vent de fraîcheur pour commencer cet été. Et c'était la lecture qu'il me fallait, je pense, pour débuter la période estivale. Franchement, c'était l'idéal. Pourquoi j'ai enlevé quelques points? C'est juste en fait parce qu'au début, il faut vraiment se dire que le personnage de Prudence, je sais pas pourquoi je veux l'appeler Florence, voilà, mais Prudence, en fait, son personnage est vraiment agaçant au début. Et c'est vraiment quelqu'un, faut vous dire au départ, qui refuse de reconnaître ses torts. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai eu du mal au début. Heureusement, comme je vous dis, elle va évoluer par la suite. Elle n'est pas du long comme ça, parce que sinon, vraiment, ça aurait changé toute la donne du roman. Mais ce n'est pas le cas, et c'est juste pour cette raison que j'ai enlevé quelques points, mais sinon c'est une très bonne lecture, une lecture doudou que j'ai adoré en plus dans ce milieu de refuge animalier avec tous ces animaux marins. C'est
vraiment super et je ne peux que vous le recommander si vous avez envie d'une petite romance dans un style plus jeunesse. Et vraiment une romance, comme je dis, qui amène une bouffée de fraîcheur et d'émotion, mais qui est toujours vraiment sympathique et sans prise de tête. Allez-y, foncez, elle vaut vraiment le détour. J'ai également lu le 4e tome de Beauty and the Beast of Paradise Lost de Kaori Yuki aux éditions Pika. Je vous montre la couverture. Et alors, pour vous faire un bref résumé du premier tome, on suit Belle, qui vit dans un univers où justement il ne faut pas s'aventurer dans la forêt car il y a une bête qui rôde et cette bête enlève des jeunes femmes. Malheureusement, Belle va aller se promener dans la forêt, elle va croiser la bête qui tente de l'enlever, mais sa mère va s'interposer et à la place, il va enlever sa mère. Belle va donc vivre avec son père qui est quand même qui a du mal à se remettre de la disparition de sa mère et elle grandit donc avec lui dans une ambiance qui n'est pas très sympathique, que vous imaginez, et en grandissant, elle se dit qu'elle veut découvrir ce qui arrive à sa mère et elle va donc retourner dans la forêt pour se faire enlever à son tour par la bête. Voilà, donc là, depuis ce que je vous dis, vous imaginez bien, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées entre temps, donc je ne vais pas vous spoiler, je vais juste vous faire un ressenti sur ce tome 4. Donc déjà, je lui ai mis la note de 8 sur 10. Il y a juste un trigger warning que j'ai relevé et que je vais vous mentionner car ça me semble important, c'est que dedans vous allez voir pas mal d'araignées, donc si vous êtes sensible à ceci, faites attention, il y en a dans ce tome. Sinon, alors j'ai trouvé que c'était une suite qui était captivante, qui nous replonge vraiment dans cet univers sombre et gothique que j'apprécie particulièrement pour cette histoire. On a des dessins superbes, détaillés et réalistes, toujours avec un côté des fois plus lumineux ou sombre. Alors je vais vous montrer, voilà, ne lisez pas les bulles, mais voilà, pour vous donner une idée du dessin qu'on a. Et ici, on est sur une intrigue qui est riche en rebondissements, car effectivement, suite aux événements qui se sont passés à la fin du tome 3, on savait qu'il allait y avoir des choix qui allaient se faire ici. Donc, on y arrive justement. Et également, on a l'arrivée d'un nouveau personnage qui est à la fois mystérieux et semble très stratégique. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler avec lui. Et on a alors aussi un autre protagoniste qui va complètement retourner sa veste et changer de camp. Donc ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai vraiment apprécié la manière dont c'est fait et tout ce qu'on apprend sur ce protagoniste. Parce qu'on s'était fait une certaine image de lui dans le début du récit. Et là, ça rebat totalement les cartes. Alors ça, c'était vraiment, je ne l'avais pas vu venir. Ici, donc, on va aussi voir que la bête, cette fois, est prête à tout, comment je parle, pour lever la malédiction qui pèse sur elle et son château. Alors que Belle, elle va essayer de se raccrocher aux amitiés qu'elle a tissées au fil des tomes. Et elle peine également à dissimuler ses sentiments. Sinon, comme pour cette saga, j'ai envie de vous dire, le thème de la beauté et de l'apparence est vraiment très présent, comme pour tous les autres tomes. Et vraiment, il occupe une place centrale dans cette histoire et on en apprend un peu plus au fur et à mesure des tomes. Sinon, le dénouement final était prenant et laisse planer du mystère tout simplement pour la suite. On se demande ce que cela va nous réserver pour le tome final. Après, pourquoi j'ai enlevé des points? Tout simplement, c'est que l'intrigue, je trouve, elle avance des fois trop rapidement et c'est compliqué en fait de tout comprendre en fait. Parfois, je me retrouvais un peu larguée par la succession de péripéties qui nous est proposée et voilà, c'était peut-être un peu trop rapide à mon goût et c'est pour ça que je lui ai enlevé quelques points, mais ça reste une très bonne lecture et je suis curieuse de découvrir le tome 5 pour le coup. Et comme j'étais vraiment prise dans l'histoire, je n'ai pas pu attendre plus longtemps et j'ai lu donc le tome 5 de Beauty and the Beast of Paradise Lost. Voilà, il fallait que je sache le fin mot de cette histoire. Je l'ai lu donc comme pour le tome 4 que j'ai bien aimé. Je lui ai mis la note par contre de 7 sur 10. Pourquoi? Alors déjà, au niveau des trigger warnings, il y a toujours celui des araignées, voilà, donc sachez que vous allez en rencontrer tout au long du récit. Il y a d'autres trigger warnings dans ce tome, je ne vous les dis pas ici pour ne pas vous spoiler, mais au cas où, ils seront disponibles dans la chronique sur mon blog, où vous pourrez les retrouver si ça vous intéresse. Donc ici, voilà, on a vraiment le dénouement final de cette histoire. On va découvrir qu'est-ce qui va arriver, toutes ces choses-là, je ne vais vraiment le survoler parce que je n'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Et les personnages, c'est toujours très intéressant de les suivre, on a différents points de vue, on va voyager entre différentes contrées, c'est ça qui est intéressant. Et vraiment, tout ce goupillant en fait, que j'ai envie de vous dire, on découvre vraiment
beaucoup de choses dans ce tome et c'est vraiment là que tout va se jouer et que tout va se clôturer. Disons que le dénouement final qu'on nous propose, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ceci, mais je comprends pourquoi est-ce qu'on nous a proposé cette version, c'est intéressant même je trouve, et ça m'a plu vraiment parce que on a quand même une fin qui est bien menée. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de péripéties, beaucoup de choses qui se sont passées dans ce tome. Ça va très vite également comme... voilà, en plus c'est du manga. Les dessins sont toujours très beaux. Je cherche... voilà. Ne lisez pas les bulles, mais voilà, c'est toujours ce style de dessin, cet univers gothique, comme je vous disais, sombre, que j'apprécie dans cet univers. Mais pourquoi j'ai mis une moins bonne note que tous les autres en fait? Alors j'ai appris après coup que la mangaka avait des problèmes de santé pendant qu'elle écrivait ce manga et qu'elle l'a terminé de manière un peu précipitée. Alors disons que oui, effectivement, le dénouement final, ça se sent qu'il est vraiment bouclé de manière très rapide. Et pour moi, j'ai trouvé ça dommage car vraiment, on le boucle et ça va très très vite alors qu'on aurait pu étendre certaines choses, je pense. Et aussi pour ma part, je dois dire que je n'ai pas eu toutes les réponses que j'espérais et c'est pour ça que j'ai été un peu déçue à ce niveau-là et que je lui ai retiré des points. Après, je pense malgré tout que c'est un très bon manga. En plus, c'est une saga qui est assez courte. En 5 mangas, vous avez toute l'histoire. Et pour ceux qui apprécient les réécritures de La Belle et la Bête, mais dans un style plus sombre pour le coup, je pense que ça peut vous plaire. Donc pour moi, le travail a été fait, je dirais que cette série j'ai passé un bon moment, c'est juste que c'est vrai que je m'attendais à autre chose pour ce dénouement final et c'est pour ça que j'étais un peu déçue, mais j'ai apprécié l'univers, j'ai apprécié les personnages et je suis malgré tout contente de savoir comment tout cela se termine et ça m'aura permis aussi de terminer une série de mangas et ainsi de lire mon manga du mois, voire même 2 mangas pour ce mois-ci, mais voilà, c'était une bonne lecture et je vous la recommande malgré tout, même si, comme je vous dis, pour moi, le dénouement final a été un peu trop rapide à mon goût. J'ai également lu La Tour des Dragons, l'élève, le premier tome de Florian Andry, en auto-édition. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique et je remercie encore l'auteur pour l'envoi de ce service presse. Donc, pour vous faire un résumé, ici, on va dire qu'une brèche s'est ouverte entre notre monde et le monde magique d'Elysium. Donc la brèche s'est ouverte en France et on va donc former des espions. Robert fait partie de ces espions qui a été formé. Il va donc être envoyé à Elysium. Il va devoir se faire passer pour un être de ce monde et Elysium est un monde en fait moyenâgeux où il y a des créatures fantastiques, de la magie et une école de magie. Robert, son but c'est d'intégrer cette école de magie et de justement apprendre la magie pour pouvoir ensuite venir faire son rapport sur Terre et pour me permettre aussi que l'on puisse maîtriser la magie sur Terre. Voilà donc pour le résumé. Alors c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Donc déjà, c'était une histoire qui était prenante, qui mêle à la fois la magie et l'espionnage, j'ai beaucoup aimé. J'ai été séduite par l'univers et la manière dont on utilise la magie, dont on nous montre aussi comment on utilise la magie, c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu jusqu'à maintenant. Et tout cela est écrit avec une plume qui est fluide et une écriture qui est accessible, donc je pense qu'un public adolescent pourrait sans problème lire cette lecture. Et on a un récit qui évolue entre apprentissage, amitié, complot et bien entendu beaucoup de péripéties à travers cette première année de formation. Et surtout ensuite Robert tout au long de son année. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, il faut vous dire qu'on est dans un contexte un peu moyenâgeux. Donc ce que j'ai trouvé original, c'est la manière dont l'auteur s'est réapproprié les classes sociales de l'époque et les a repris dans son roman. Moi j'ai trouvé ça très original, très bien fait et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est cette notion d'univers parallèle qu'on a entre notre monde et ce monde fantastique que j'ai trouvé aussi bien fait. On a un dénouement final qui est prenant et qui laisse présager une seconde année riche en rebondissements. Après, c'est clair qu'on est sur une histoire qui est très courte, elle ne fait même pas une centaine de pages, je crois qu'elle fait 70 pages, il me semble, un peu plus. Donc c'est vraiment très rapide et c'est vrai qu'on le ressent au bout d'un moment que cette première année, elle va très vite, que c'est... Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est bien car ça se lit rapidement, mais pour moi, j'ai aussi vu qu'en fait, on a un univers qui est bien détaillé, sauf que pour ma part, j'ai l'impression de seulement le survoler et j'ai trouvé ça bien dommage étant donné tout ce qu'on nous y propose.
Et ça aussi fait, je pense que j'ai eu du mal à entrer dans ce récit. Et je dois vous avouer que comme je suis aussi quelqu'un qui aime avoir toujours des infos à se mettre sous la dent, j'aurais vraiment apprécié apprendre beaucoup plus de choses. C'est pour ça que je vous dis que cette rapidité c'était dommage d'un certain côté, car moi j'aurais bien aimé en apprendre plus sur cette fameuse école de magie, suivre quelques cours, et même en apprendre davantage sur cet univers magique et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, peut-être ça va venir par la suite, en tout cas je pense, j'espère. Mais sur ce premier tome, en tout cas, je dois dire que je suis un peu restée sur ma faim à ce niveau-là, et c'est pour ça que je lui attribue cette note. Après, comme je dis, si vous aimez tout ce qui est un peu fantasy, avec une idée d'école de magie, des créatures fantastiques, et de suivre notre protagoniste tout au long de sa première année d'études magiques, n'hésitez pas à vous lancer dans cette lecture. Comme je vous dis, c'est très accessible, ça se lit vite, et il y a vraiment quand même des péripéties tout du long, donc ça reste pour moi une très bonne lecture, et j'ai hâte de lire la suite. J'ai aussi lu Agé au mi-visage, le second tome, ceux qui viennent, d'Aquilegia Nox aux éditions PVH. Voilà, je vous montre la couverture, ou plutôt il faut le voir comme ceci. Regardez, je ne sais pas si vous verrez bien. En tout cas j'essaye, vous voyez comme ça donne. Je trouve que c'est vraiment, j'adore ce concept. Et je remercie encore la maison d'édition qui m'a envoyé ce service presse. Donc pour faire un bref résumé du premier tome, on suivait Agé, qui est un personnage particulier, c'est un changelin. Il peut prendre l'apparence de n'importe qui. Et Agé, il a eu une vie qui n'a pas été facile, donc on va le suivre dans sa jeunesse, on va voir comment est-ce qu'il a vécu, on va découvrir il va vivre beaucoup de péripéties, et on va le suivre tout au long de ses aventures. Donc dans ce second tome, en fait, c'est un tome qui est plutôt intermédiaire, je dirais, et on va découvrir les personnages. C'est un recueil de nouvelles, en fait, et là-dedans, on va découvrir les personnages qu'Agé a rencontrés dans le premier tome, et ceux qui vont arriver par la suite. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 7 sur 10, donc comme je vous le disais, on est clairement sur un site intermédiaire, et dans ce tome, on ne voit pas du tout Agé, donc notre protagoniste principal. Tout cela, je pense qu'Agé reviendra par contre dans le troisième tome, et comme je vous disais, là on est vraiment basé sur des nouvelles où c'est que chaque fois on a un personnage différent qui est mis en avant, et certains des personnages, on les connaît déjà, on les a vus dans le premier tome, et d'autres vont faire leur apparition par la suite. Les nouvelles, en tout cas, j'ai trouvé qu'elles montraient une certaine densité au niveau de l'univers et aussi au niveau de la variété des lieux et de la diversité des êtres qui le peuplent, en fait, tout simplement. Et on a également une carte au début, si je vous la retrouve, où c'est qui nous permet de vraiment... Ouh, j'ai failli lâcher le livre. Qui nous permet de vraiment voir où c'est constitue et vraiment où se déroule l'intrigue. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et que là, que ça avait tout son sens d'avoir cette carte. Et c'est aussi à travers ces nouvelles que l'on voit à quel point l'univers d'Agé est vaste, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. On voit également que la magie est un élément clé ici. Elle est présente dans chacune des nouvelles, et elle peut être à la fois vicieuse, ou au contraire elle peut révéler la véritable nature d'un personnage. Donc j'ai trouvé que ça aussi c'était intéressant comme c'est amené. On est de nouveau avec une plume qui est prenante, mais qui a un côté assez travaillé et très détaillé, qui est très intéressante, surtout au niveau des descriptions de paysages que j'ai trouvé très intéressantes. Et les dénouements de chaque nouvelle en fait nous laissent certes avec des questionnements, mais je pense qu'on aura les réponses justement dans le dernier tome de la saga. Alors évidemment, comme c'est toujours le cas avec ce type d'écrit, en fait il y a certaines nouvelles que j'ai davantage appréciées que d'autres. Et je dois avouer parfois que j'ai eu du mal à faire le lien entre certains personnages qui étaient présents dans plusieurs nouvelles. En fait, il m'a fallu un moment pour tilter que ce personnage-là, je l'avais déjà vu auparavant et qu'on le voyait dans une nouvelle par la suite. Donc c'est ça des fois qui m'a un peu perdue, je dirais. Et aussi un autre élément que je trouve important d'aborder, c'est que je pense que ce tome peut être lu de manière totalement indépendante, sans que vous ayez lu forcément le tome 1. En fait, oui... Comme ça on est dans un recueil de nouvelles, je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir lu le tome 1 pour lire celui-ci. Par contre, si vous voulez vous lancer dans le tome 3, il faudra avoir lu le tome 1 et le tome 2 avant de vous lancer dans le tome 3. Mais l'ordre dans lequel on lit le tome 1 et le tome 2, pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réel impact. Car comme on est dans un tome qui est un peu intermédiaire, que vous lisiez avant Agé, le premier tome d'Agé, ou avant le tome 3, je pense que ça ne changera rien, car là en fait si vous lisez avant de découvrir Agé, vous saurez peut-être déjà juste l'histoire de certains personnages que vous rencontrez dans le tome 1. Mais moi je pense qu'ils peuvent se lire de manière indépendante, mais c'est juste pour le tome 3 par contre que là, il faudra vraiment les avoir lus les deux avant de se lancer dans la lecture du tome 3. En tout cas là, après avoir découvert toutes ces petites histoires, je suis curieuse de découvrir comment va se terminer l'histoire d'Agé.
J'ai également lu Squad de Maggie Tokuda Hall et Lisa Sterl aux éditions Delcourt dans la collection Waywiz. Je vous mets la couverture ici. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Donc ici, on est sur une BD. On va découvrir Becca qui a dû déménager, qui va intégrer un nouveau lycée. Et elle a peur en fait de comment va se dérouler son intégration là-bas. Dès le départ, en fait, elle va être surprise car elle va être approchée par 3 jeunes filles qui sont en fait les filles les plus populaires du lycée. Elles vont la prendre dans leur bande et Becca va ensuite découvrir leur secret. Un secret qu'elle ne révèle que les soirs de pleine lune. Voilà pour le résumé. C'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors j'ai trouvé que c'était un récit prenant qui, en fait, bien entendu, reprend le mythe du loup-garou, vous l'aurez deviné à cause de la couverture, évidemment. Et on reprend ce mythe d'une manière qui est totalement inédite et que j'ai beaucoup aimé. On a des dessins qui sont réalistes, détaillés et surtout très colorés. J'ai beaucoup aimé ces couleurs peps que l'on retrouve à travers les planches. Et je dirais même qu'on est un peu dans une ambiance rétro années 80, qui était sympathique. Et l'intrigue met en avant les thèmes de la sororité, de la tolérance, du consentement et des réflexions féministes en campus étudiant. Les protagonistes, bien entendu, luttent pour une cause qui leur semble juste, comme vous pouvez vous en douter, et on est sur un récit qui est bien dosé entre scènes frissonnantes et vie étudiante, tout ça avec un rythme qui est assez dynamique, et justement c'est pour ça que je pense que ça en fait une lecture qui est abordable pour des adolescents. Après, attention, il y a quand même quelques trigger warnings, il faut quand même que les étudiants, que les adolescents soient mis au courant. Au cas où les trigger warnings, je vous les ai mentionnés dans mon blog, dans la chronique de mon blog, vous pouvez les retrouver, parce que là, je vais pas vous les dire parce que je pense que ça vous spoilerait. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la manière dont on avait c'était bien rythmé, tout simplement. On a également une touche de romance qui s'ajoute subtilement durant l'histoire et qui était agréable. Et on a un dénouement final qui est prenant et tout simplement inattendu. Moi, j'avais pas vu venir la chose comme ça et j'ai été surprise en bien. Après, ce que j'ai un peu reproché, c'est un peu comme avec pas mal de BD, c'est que ça va très vite et que j'ai eu un peu cette impression, pareil, de survoler le récit et que j'aurais bien aimé plus d'informations sur certains éléments qui nous sont donnés. Et aussi, je dois dire que à travers cette lecture, j'ai eu du mal à m'attacher aux personnages. Autant, il y en a certains, on sent qu'on pourrait s'y attacher plus facilement que d'autres parce que certains sont détestables à souhait. Mais même avec ceux qui étaient plus faciles, que c'était plus facile de s'attacher, je suivais l'intrigue et en fait, je me disais, voilà, je suis ce qui leur arrive, mais j'étais pas plus attachée que ça à eux. Et je trouve que c'était juste un peu dommage à ce niveau-là. Après, ça reste une très bonne lecture. Comme je vous dis, si vous aimez un peu tout ce qui est fantastique, histoire de loup-garou en BD, et de voir un peu ce côté féministe qui est remis en avant avec le loup-garou, eh bien foncez, car franchement c'était une superbe lecture et le style de dessin est vraiment agréable, comme je dis, avec cette ambiance un peu rétro que l'on retrouve. Moi en tout cas j'ai bien apprécié, j'ai passé un moment de lecture, je ne peux que vous le recommander. J'ai également lu L'année de grâce de Kim Liget aux éditions Casterman. Donc là, je vous le mets ici car je l'ai lu en numérique. Et pour faire un bref résumé, en fait, ici, nous sommes dans une dystopie. On va dire que les filles ont des pouvoirs magiques qui se développent à l'adolescence et à l'âge de leurs 16 ans. On va les envoyer, on va les exiler tout simplement pendant une année afin qu'elles perdent leur magie car les hommes craignent cette magie. Et comme c'est eux qui dirigent la société, elles vont donc être exilées pendant une année, ce qu'on appelle l'année de grâce. Et après, va leur arriver des choses, sauf qu'elles ne savent pas du tout à quoi elles vont s'exposer, car personne ne parle de l'année de grâce. Elles vont faire leur année de grâce, et quand elles vont revenir, certaines vont se marier, et vont donc avoir une situation favorable, car une fois qu'elles sont mariées, le but ensuite, c'est qu'elles aient des enfants, et principalement des garçons. Et les autres vont être envoyés dans différentes fonctions pour travailler. Donc là, on va suivre une protagoniste. Alors c'est un nom anglais, hein, je ne suis pas sûre de la prononciation, c'est Tierney, qui ne pense pas du tout comme les autres. Effectivement, elle n'a pas envie de se marier, elle a envie de garder sa liberté, et on va suivre avec elle le moment où elle va partir en année de grâce. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Donc j'ai apprécié l'univers dystopique qui nous est proposé, où on a un monde qui est dirigé par les hommes, et on voit très vite qu'il y a aussi cette crainte, comme je disais, de la magie des femmes. Et donc c'est pour cette raison qu'on va les exiler afin qu'elles perdent leur pouvoir. Mais
On est aussi sur une histoire qui est axée sur le féministe, où avec notre protagoniste qui refuse de penser comme les autres. Comme je vous ai dit, elle, pour elle, elle ne veut pas se marier, elle a envie d'être libre de ses choix, parce qu'effectivement, une femme qui est mariée, ensuite c'est son homme qui lui dit ce qu'elle doit faire, et elle ne veut pas du tout cela, elle préfère aller travailler, mais être libre de ses choix. Et on est aussi dans une ambiance qui est quand même assez sombre, ce que j'ai apprécié, et où les illusions commencent gentiment à se mêler à la réalité. Et on va comprendre aussi petit à petit de nombreux secrets que la société cherche à dissimuler, que le gouvernement plutôt cherche à dissimuler à la société. Et on va vivre pas mal de péripéties, notamment entre tout ce qui concerne la survie, et également il va y avoir aussi pas mal d'émotions. Et tout ça avec une plume qui est prenante et fluide, donc j'ai beaucoup apprécié à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on va vivre des éléments qui vont se passer à la fois à l'endroit c'est qu'elles sont envoyées pour l'année de grâce, donc en exil, et d'autres événements qui vont se passer à un autre endroit, parce qu'à un moment donné notre protagoniste va un peu s'éloigner de ses congénères, donc c'est pas mal de voir comment tout va se dérouler. Et à un moment donné il se passe un élément important de la seconde partie, donc je ne l'avais pas vu venir, et j'ai trouvé que ça c'était bien fait. J'ai pas vu venir du tout la chose. Et on va dire que aussi dans cette lecture, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas faite avec des chapitres. En fait, c'est des parties qui sont séparées selon les saisons. Donc en fonction, on commence avec l'automne, l'hiver, ainsi de suite, pour vivre vraiment l'année de grâce avec elle. Et pourquoi j'ai enlevé des points? Tout simplement parce que j'ai pas été trop convaincue par le dénouement final. Je trouve que ça va à l'encontre des idées qui sont transmises durant toute l'histoire. J'ai l'impression qu'en fait on revient dessus en disant ah non, finalement on se rétracte. Et justement il y a ce changement de caractère de notre protagoniste principal qui va décider au dernier moment de rentrer dans le rang, que tout du long elle a vraiment clamé ses valeurs en disant qu'elle ne voulait pas entrer dans le rang, être autonome, qu'elle ne voulait pas toutes ces choses-là. Et même à la fin elle avait prévu de tout révéler certains éléments de la société, et elle ne le fait pas. Donc j'ai trouvé que ça allait à l'encontre en fait des valeurs qui sont transmises dans le livre. C'est pour ça que j'ai enlevé des points. Et aussi j'ai également trouvé quelques longueurs dans le récit, c'est pour ça que je lui ai enlevé quelques points. Mais sinon c'était une bonne lecture. Attention, il y a quand même des trigger warnings, je les ai mentionnés dans la chronique que vous trouverez dans mon blog. Qu'est-ce que je dis, c'est le show, je vous dis, avec le show je dis n'importe quoi, mais vous les verrez. Et je trouve que c'est une lecture qui est intéressante pour des adolescents. En tout cas, moi j'ai bien apprécié. Et vraiment, j'ai été intriguée par cette lecture. En fait, j'étais prise dedans. Et voilà, donc je ne peux que vous le recommander si vous aimez la dystopie et que vous avez envie de découvrir ce qui se passe durant l'année de grâce. Et ma dernière lecture du mois, ça a aussi été ma première lecture de ma pile à lire de l'été. Il s'agit de Beast of Play, de le tome 1, Que la chasse commence, Diana Gray, aux éditions de Saxus. Voilà, je vous montre la couverture. Et ici, pour faire un résumé, on va suivre Coffee, qui est une jeune fugitive qui a de mystérieux pouvoirs, et Ekon, qui est un futur guerrier qui souhaite prouver sa valeur. Ils font partie de deux peuples différents et en général ils ne s'apprécient pas plus que ça, mais ils vont avoir une quête commune. Ils veulent chasser le Shetani. Le Shetani, qu'est-ce que c'est? C'est une créature qui vit dans la grande jungle qui borde leur ville, et on va dire que cette créature a déjà décimé un grand nombre d'habitants. Donc ils décident d'aller chasser le Shetani. Ils vont donc se rendre dans ces grandes jungles, et disons qu'il va leur arriver pas mal de choses, et qu'au bout d'un moment on va se demander qui est le chasseur et qui est le chassé. Donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Alors déjà je peux vous dire qu'il y a différents trigger warnings. Je les mentionne tous dans la chronique de mon blog, mais au cas où ils sont également mentionnés au début du livre. Là tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y aura des araignées, si vous êtes sensible à cela, et on va également parler de discrimination raciale. Les autres je ne vous les dirai pas pour ne pas vous spoiler. Donc on est à la fois dans un univers qui est dense et immersif. On a vraiment cette notion de jungle, où on a vraiment cette ambiance de faune, j'ai envie de dire. Et tout cela est mélangé avec de la fantaisie à la fois, mais également de la mythologie africaine, ce qui est vraiment intéressant, et également des divinités qui sont inventées. Donc vraiment, il y avait tout ce qu'il fallait pour me plaire à ce niveau-là. On est également sur une narration multiple entre Ekon et Coffee, ce qui amène du dynamisme et qui permet de mieux connaître nos protagonistes. Et de temps en temps, on a un troisième point de vue qui vient s'ajouter. J'ai trouvé qu'il était intéressant et moi en tout cas j'appréciais de l'avoir régulièrement. Et voilà, c'est peut-être aussi celui que j'ai préféré parce que vraiment il était intriguant et il nous permettait de voir d'autres choses. Et évidemment on suit des protagonistes que tout oppose, donc comme je vous disais ils sont de peuples différents et ils vont devoir s'entraider pour un but commun.
Et donc le périple qu'ils vont entreprendre va donc leur permettre d'en apprendre plus sur eux-mêmes, mais également sur leur passé. Et on va voir aussi une évolution au niveau de leurs relations. Ce qui est intéressant aussi, c'est les créatures que l'on va rencontrer dans la jungle, qui peuvent être à la fois bienveillantes ou totalement hostiles. Donc ça, c'est agréable, surtout que certaines sont tirées du folklore africain, et donc je ne connaissais pas du tout, donc c'était agréable à découvrir. Et bien entendu, on est sur cette notion de survie. Dans la grande jungle, il va falloir survivre, et tout en chassant le Chétani. Et la quête est donc cruciale, donc chasser le Chétani. Et le dénouement final, j'ai trouvé qu'il était prenant et inattendu. Franchement, je ne l'avais pas vu venir pour ça. Pourquoi j'ai enlevé quelques points par contre, c'est parce que j'ai trouvé des longueurs, principalement au début, car je pensais qu'ils allaient aller beaucoup plus vite dans la jungle en fait. Et il m'a fallu attendre environ 200 pages sur 500 pour qu'ils se rendent vraiment dans la jungle. Donc la première partie a été assez longue. Et aussi, j'ai enlevé des points car j'ai rapidement deviné certains éléments qui étaient quand même importants dans l'histoire. Je n'ai pas tout deviné, mais quand même 2-3 éléments importants, je les ai vus venir. Et donc il n'y avait plus vraiment de surprise pour ma part. Et c'est vrai aussi que, alors moi comme je dis, j'étais plus beaucoup allée dans ce livre pour cette notion de chasseur, qui est le chasseur, qui est le chassé. Et c'est ça qui m'intéressait, et je dois dire que, alors, c'est pas vraiment ce que j'ai trouvé. En fait, effectivement, on a cette quête, mais on va avoir un travail qui va être mené sur nos protagonistes, comme je vous disais, sur leur passé, ils vont en apprendre plus sur eux-mêmes. Et cette jungle, en fait, va leur dévoiler pas mal de secrets, donc c'est bien fait, mais c'est vrai qu'au départ, moi j'y allais pour d'autres raisons. Même si ça a été une bonne lecture, mais c'est vrai que faut peut-être pas se fier au résumé que vous aurez, parce que vous aurez peut-être, comme moi, la surprise de vous dire mais c'est pas pour ça que j'y allais. Même si au final c'était une très bonne lecture, j'ai passé un bon moment et je lirai très certainement la suite prochainement. Et puis comme je vous disais, c'est une lecture qui fait quand même 500 pages. Il m'a fallu un petit moment pour rentrer dedans, parce que c'est vrai que la première partie peut sembler assez longue jusqu'à ce que déjà nos deux protagonistes se rencontrent, et ensuite pour qu'ils aillent vraiment dans la jungle. Voilà comment le style d'écriture. Après c'est quand même une écriture qui est assez grande et assez aérée. Et comme je vous dis, j'ai bien aimé cette notion de mythologie africaine, c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant là-dedans. Et je suis curieuse de voir comment vont s'enchaîner les éléments par la suite. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez eu de votre côté des coups de cœur ou des déceptions. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc vous pouvez me mettre un emoji en lien avec l'un des livres que j'ai lus, donc soit un emoji jungle pour Beast of Play, un emoji loup pour rappeler Squid, voilà, ou une emoji rose pour Beauty and the Beast of Paradise Lost, ou vraiment, voilà, à vous d'être imaginatif. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien. Bye bye!